bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce 13e webinaire de la semaine olympique et paralympique. Vous êtes nombreux aujourd'hui, sachant qu'il y a tantôt des individuels, des individualités, tantôt des structures qui, derrière elles, représentent un certain nombre de personnes. Donc, pour ces structures, si c'est un établissement, si c'est un club, nous allons simplement vous demander de mettre dans le chat qui vous représentez, donc une seule personne bien sûr, et combien de personnes il y aurait derrière. Nous allons commencer, nous allons faire dans quelques instants la présentation et la connaissance de nos intervenants. Je vais demander à tous les intervenants, de façon à ne pas déflorer la surprise, notamment à Yanis, de bien vouloir couper sa caméra. Et on va mettre à l'affichage maintenant une petite diapo qui vous permet de voir ce que c'est que la semaine olympique. Et elle a disparu alors qu'elle était là il y a quelques instants. Alors voilà, la semaine olympique qui en est à sa 5e édition. Donc la semaine olympique, c'est une initiative conjointe du CNOSF, du Comité national olympique, du ministère des Sports, du ministère de l'Éducation, qui ne font qu'un, et qui propose à tout le milieu scolaire, du primaire jusqu'à l'université, pendant une semaine, chaque année, depuis 5 ans, donc de faire tout un tas d'activations, d'événements autour de l'olympisme dans la perspective, bien sûr, de Paris 2024, et donc pour emmener le plus de personnes vers ce grand événement. Donc au niveau local, les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées font des choses. Au niveau départemental, les services départementaux de l'UNSS et les GDOS, les comités départementaux olympiques, font des choses. Au niveau académico-régional, les comités régionaux olympiques et les directions régionales de l'UNSS, celles qui vous parlent, font des choses. Et au niveau national, il y a des choses aussi. Donc, deux partenaires, l'UNSS Bordeaux et le comité national olympique. Juste à côté, vous voyez un petit calendrier à côté de demain. Donc, c'est une semaine du lundi jusqu'au vendredi où il y aura 17 webinaires. Et cette année, nous avons pris l'initiative, nous avons eu l'idée, plutôt que de faire des choses en physique, vous comprenez pourquoi on ne peut pas les faire, de les faire digitaliser, donc 17 webinaires, et on s'est réparti avec notre partenaire qui est le CROSS, 9 et 8 webinaires. Chacun dure à peu près 1h30 sur un créneau de 2 heures, avec un public qui est principalement des scolaires, mais aussi des étudiants, avec 3 parrains prestigieux que vous allez découvrir en vidéo dans quelques instants, plus d'une quarantaine d'intervenants que l'on remercie chaudement. Et après les interventions ou les tables rondes, il y a, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser soit des questions en direct, soit de les poser dans le chat. Certains d'entre vous, puisqu'on a eu à peu près 300 téléchargements de l'application, ont pu avoir toute l'application, toutes les informations pardon, dans la petite application pour smartphone. Tout de suite et sans perdre de temps, le petit clip de bienvenue, il dure 5 petites minutes et vous allez voir, il est plutôt sympa. On peut le lancer. Nous voulons appartenir à cette histoire qui s'écrit à plusieurs, avec nos différences et notre identité commune. Chères collégiennes, chers collégiens, lycéennes, lycéens et peut-être aussi élèves du primaire des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Cette semaine olympique et paralympique, organisée par l'UNSS de Bordeaux et par le CROSS Nouvelle-Aquitaine, c'est votre semaine. C'est l'occasion de rencontrer des experts du sport qui vous transmettront leur passion et vous inspireront certainement.
C'est aussi l'occasion de pratiquer un peu plus ou différemment une activité sportive dans vos établissements. Profitez de vos cours de PS, même si c'est uniquement en extérieur pour quelque temps. Et engagez-vous dans les associations sportives scolaires, à l'AS comme on dit, mais aussi dans les clubs sportifs. Ils vous attendent. Ces passerelles entre le monde du sport scolaire et le monde sportif fédéral, nous voulons les renforcer, Jean-Michel Blanquer et moi-même. Parce que le sport, c'est un équilibre, une soupape pour vous défouler, et c'est aussi un moyen très efficace de rester en bonne santé. Profitez aussi de ces possibilités pour vous engager en tant que bénévole, volontaire, arbitre, dirigeant. Le sport, c'est une chance pour vous. Je tiens à remercier vos enseignants d'EPS, vos chefs d'établissement, présidents d'AS, vos directeurs d'école, de se mobiliser et d'encourager cet élan vers Paris 2024 pour que nous tous devenions plus sportifs et en meilleure santé. Vous êtes la génération 2024, alors montrez la voie. Je vous souhaite une excellente semaine olympique et paralympique. Et n'oubliez pas, faites du sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024. Cette semaine, c'est la 5e semaine olympique et paralympique organisée partout en France, dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. La SOP, c'est une semaine dédiée au sport, à sa pratique bien sûr, mais aussi à tous les bienfaits qu'il peut nous apporter au quotidien. Pour notre santé, pour le lien social, pour la diversité, pour l'inclusion et pour la mixité. Et vous avez de la chance car grâce à l'UNSS Bordeaux et au CROSS Nouvelle-Aquitaine, vous allez pouvoir vivre la SOP à 100%. Tout au long de la semaine, des professeurs, des experts, des athlètes et des acteurs du mouvement sportif vont partager avec vous leur expérience et leur vision du sport sur de très nombreux sujets. Place des femmes dans le sport, impact sur l'environnement, traitement médiatique ou encore engagement bénévole, le programme est très riche et permet à chacun de s'informer sur les sujets de son choix. On espère que leurs témoignages et les échanges vous donneront envie de vous engager, de diffuser les valeurs du sport et surtout de pratiquer plus de sport au quotidien dans votre école ou dans un club. Cette SOP, c'est aussi l'opportunité d'en savoir un peu plus sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et de vous engager pour être prêt à accueillir les plus grands champions et les spectateurs du monde entier dans un peu moins de 4 ans. Merci à tous les professeurs, aux encadrants, aux dirigeants et à tous ceux qui ont contribué à organiser cette semaine. Bonne SOP à tous et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Kevin Mayer, je suis champion du monde et recordman du monde du décathlon et je tenais tout simplement à vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e semaine olympique et paralympique. La crise sanitaire nous a fait nous rendre compte de l'importance du sport dans nos sociétés, pour notre santé, pour notre bien-être. Le mouvement est quelque chose de primordial pour l'être humain et on s'en est rendu compte avec le confinement. Personnellement, le sport a toujours été une grande partie de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être aux Jeux Olympiques et maintenant je rêve d'être champion olympique. Si je devais donner un conseil personnel, ce serait de faire du sport pour le plaisir et non pas pour la performance, car pour moi, la performance vient avec le plaisir. Pour les jeunes, profitez du sport à l'école. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez votre passion à travers ça. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les acteurs responsables du mouvement de l'éducation par le sport, notamment les professeurs de sport. Merci pour votre passion et merci pour votre engagement. Je vous donne rendez-vous très bientôt aux Jeux Olympiques de Tokyo notamment, mais surtout aux JO de Paris 2024, car ce sera une grande fête du sport et je vous donne tous rendez-vous là-bas. Bonne journée à tous et à bientôt. Voilà, donc vous avez pu voir la chance que vous avez, que nous avons d'avoir pu avoir la contribution de tous ces parrains qui soutiennent notre initiative. Nous allons continuer avec la présentation donc des 4 intervenants de la journée et bien sûr gardez ayez des questions et gardez-les pour tout à l'heure pour les interpeller. Donc on va faire défiler les petites diapos simplement pour que vous puissiez faire la connaissance des gens qui vous parlent. On va passer sur la première avec donc moi-même qui vous parle. Donc je suis Claude Derrioren, je serai l'animateur et je suis directeur régional
de l'UNSS, Union nationale de sport scolaire. Nous aurons ensuite Noureddine Zidane qui est avec nous, qui a un beau CV que vous pouvez parcourir. Ce n'est pas la peine que je vous le lise. Vous l'avez également dans la petite application pour smartphone, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zinedine est un journaliste confirmé qui a eu des responsabilités, qui a des responsabilités dans les médias, notamment Radio France, et qui s'intéresse aussi à la transmission de son métier auprès des jeunes. Nous avons aussi la chance d'avoir à suivre donc Yanis Bacha, qui est avec nous aussi. Pour certains, vous l'avez peut-être vu sur différentes chaînes de télévision. Et il est aujourd'hui très investi. Il a un poste de grosse responsabilité dans le comité de pilotage, on va dire, de la Coupe du Monde 2023, dont d'ailleurs Bordeaux accueillera des matchs. Ensuite, nous avons également à suivre Suzy Roland. Alors, Suzy Roland, c'est une jeune lycéenne qui, comme vous, est fanat fondue de sport. Elle a notamment un objectif, et je suis sûr qu'elle prendra les bons contacts qu'il faut, soit avec Bastien qui va nous suivre, qu'on va présenter, soit avec Yanis, soit avec Noureddine, puisqu'elle est à la fois jeune arbitre UNSS dans plusieurs sports et au niveau national, donc 5 ou 6 sports. Elle est jeune arbitre certifiée, mais elle est aussi jeune reporter certifié pour l'UNSS, et elle fait souvent des reportages, et donc on a souhaité qu'elle puisse nous donner son témoignage sur son expérience en tant que jeune arbitre et surtout jeune reporter. Et ensuite, à suivre, nous avons Bastien Loquet. Alors, Bastien Loquet, c'est, on va dire, le local de l'étape, puisque Bastien est journaliste lui aussi, et il est présentateur du JT Sport de TV7, qui est la télévision locale de Bordeaux et sa région. Donc, pour certains, peut-être que certains se connaissent, mais en tout cas, Bastien est un fin connaisseur du sport et du sport local. Nous allons revenir maintenant sur la visio, de façon à permettre à nos intervenants à la fois de se présenter et de nous raconter leur parcours, leur métier en quelques minutes. Et gageons que derrière, bien sûr, il y aura toute une foultitude de questions. Donc, à tout seigneur, tout honneur, avec un nom comme ça, Zidane, on ne peut que lui donner la primauté de l'intervention. Donc, Zinedine, si tu veux bien activer ta caméra et ton micro, je vous conseille, lorsque l'écran est partagé comme il l'est actuellement, en haut sur votre ordinateur, de choisir option d'affichage et de mettre côte à côte, ce qui vous permet d'avoir la grande diapo au milieu de votre écran, et sur le côté, la diapositive de la personne qui intervient. Alors, Zinedine, qui est avec nous, Noureddine, c'est pas la première fois, alors, Noureddine, tu es avec nous? Nouré, mon ami. Je sais que là, je t'entends. Allô? Allô, Non, c'est moi? Non, 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 je coupe. Donc, Noureddine va nous rejoindre dans quelques instants, mais on va passer, c'est pas grave, à Bastien. Bastien, tu prends la main? Oh ben, oui, est-ce que vous m'entendez là? Parce que je On n'ai pas t'entend très bien, forcément. on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, donc le but du jeu, c'est en quelques minutes, si j'ai bien compris, présenter le parcours des intervenants. Bah, écoutez, moi, ça va être à la fois simple et rapide, je pense. J'ai commencé ma carrière de jeune journaliste, j'avais 21 ans et je commençais dans une radio qui, à l'époque, avait été montée par les Girondins de Bordeaux. Un élément qu'on pourra peut-être aborder un petit peu plus tard, éventuellement, dans ce webinaire, peut-être, c'est l'importance qu'ont découvert les clubs de sport en général et les clubs de foot en particulier. Donc, l'importance de la communication et le fait que le sport était aussi un spectacle, était aussi une entreprise, et que dans ce cadre-là, il y avait peut-être une façon un peu différente de traiter simplement l'information sportive. Donc, j'ai commencé à 8FM, radio des Girondins de Bordeaux, jeune journaliste.
ça m'a permis, effectivement, puisque je suivais à cette époque déjà les Girondins, ça m'a permis de côtoyer de façon assez proche la grande équipe des Girondins. Et je parlais du Gary, je parle des Zidane, je parle des Vicente Lizarazu. Enfin, bref, là aussi, par rapport à l'accessibilité des sportifs à mon époque, entre guillemets, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, là également, je pense qu'on pourra en dire quelques mots. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, voilà, j'ai grimpé les échelons pour, au final, terminer rédacteur en chef de la radio 8FM, comme quoi on peut commencer par le sport et puis faire une carrière, on va dire, de journaliste un petit peu plus classique. Et ensuite, une nouvelle aventure s'est offerte à moi, à celle de TV7, tu l'as dit, Claude, donc une télé du groupe Sud-Ouest à laquelle j'ai contribué dès le lancement et pour laquelle j'étais là aussi chargé notamment de présenter le journal et bien d'autres émissions. Et effectivement, depuis septembre, je suis revenu à un poste plus lié au sport, ce qui fait qu'effectivement, tous les jours, TV7 propose un rendez-vous sport d'au moins 13 minutes. Voilà, est-ce que ça a été assez rapide? Ça a été rapide, tu as respecté la commande, tu es dans les temps, ce qui nous laissera bien le temps de revenir vers toi et vers les autres une fois que chacun aura apporté sa contribution. Et honte à moi, puisque j'avais oublié que Noureddine Zidane sera avec nous, mais à partir de 14h30, parce qu'il a une obligation d'antenne, une obligation professionnelle, donc pas d'inquiétude, il sera là. Allez, on passe à Yanis, si tu veux bien. Donc, on va voir Bonjour à tous. la slide de Yanis, qu'on va mettre pendant quelques instants, pendant une ou 2 minutes, et ensuite, on te mettra carrément à l'écran, Yanis. Il y a un T dans mon nom alors qu'il n'y a pas de T en fait. Alors, c'est pas top le son, Yanis. Mais c'est pas grave. Vous m'entendez mieux, hein? Un petit peu mieux, vas-y. Vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux? Ça m'a l'air mieux, vas-y. Vous m'entendez mieux, là? Oui, là, c'est bien. C'est très métallique, mais ça va. Ok. D'accord. Je disais, il y a un T dans la slide alors qu'il n'y a pas de T dans mon vrai nom. Oui, oui, bien sûr, il y a un T dans ton nom. Oui, alors j'espère que tu ne nous en tiendras pas pour rigueur et que tu restes avec nous, bien sûr. Non. Oui, donc sachez Évidemment, que Yanis Pacha, c'est santé. Voilà. Comme le sport, c'est la santé. Alors, Yanis, tu es figé. Donc, ce que je propose, Yanis, parce qu'on ne t'entend pas vraiment, on va passer tout de suite. Si, on m'entendait, mais comme tu m'as dit que. C'est pas de problème. Comme tu m'as dit d'attendre 8 minutes le temps que les gens lisent la slide. Mais. Yanis, on ne t'entend pas bien. Excuse-nous, on va passer à Suzy. Peut-être si tu peux te déplacer pour une meilleure connexion. Ouais. On met on va passer à Suzy. Suzy, tu prends la main et okay. Yanis, on te reprend dans quelques instants, s'il te plaît. Bonjour. D'accord. Voilà, Suzy. C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez bien? On te voit. Du coup, je m'appelle Suzy Roland, je suis lycéenne, j'ai 17 ans, comme vous pouvez le voir sur ma slide. J'ai souhaité participer à ce webinaire parce que tout en collaboration avec l'ENSS, j'ai fait plusieurs formations qui m'ont permis de devenir jeune reporter, dont une d'une journée à Bordeaux et une autre l'an dernier de une semaine à l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel. Pendant cette formation d'une semaine, j'ai appris plein de choses extrêmement intéressantes qui devaient normalement m'emmener en Chine pour les gymnasiates de l'UNSS. Donc, les gymnasiates, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est comme des sortes de Jeux olympiques scolaires qui devaient se trouver en Chine en octobre 2020. Donc, comme vous vous en doutez, ça a été annulé avec les circonstances actuelles.
Et je devais avoir le rôle de jeune reporter et de chargée de communication pour l'UNSS. De ce fait, j'ai des... Suzy, je propose à tout le monde de choisir l'affichage intervenant, comme ça tu seras au milieu de l'écran de chacun, puisque pour certains, peut-être qu'ils ont les petites pastilles et intervenants, moi je viens de te mettre, et comme ça je te vois très bien à l'écran. Voilà. Tu peux continuer, parler peut-être un peu plus fort ou un peu plus près du micro. Du coup, je disais que suite à l'annulation de cet événement, je me suis lancée sur ma propre plateforme. J'avais déjà une petite chaîne YouTube où je partageais les différents reportages que je faisais au sein de mon établissement scolaire, de l'UNSS. Et du coup, par exemple, si vous voulez jeter un coup d'œil, je me suis lancée sur un compte Instagram qui s'appelle suzy.report, où je poste plusieurs reportages. Je m'attarde un peu sur tous les sujets et mon objectif est de devenir journaliste sportif. Voilà. Ok, ok Suzy. C'est bon, tu reviendras lors des sollicitations au travers de questions, pas de souci? Pas de souci. Ok, on va revenir avec Yanis. Yanis, si tu peux reprendre la main, s'il te plaît. Alors oui, par contre, je ne peux pas mettre la vidéo parce que tu l'as coupée. Ah, je l'ai coupée, donc Je ne peux excuse-moi, pas je mettre la vais la vidéo en fait. remettre, mon ami. Je vais la remettre, mon ami. Décidément, aujourd'hui, entre ton nom que j'ai écorché, alors je te cherche dans ma liste. Je dois même pouvoir le faire peut-être d'ici. Alors, dans ton nom, nous avons Yanis. Donc, Yanis, ça doit être avec un Y, ça on en est sûr, et ça doit être vers la fin. Tout va bien, ne nous inquiétons pas. Ah, tchouk, 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 tchouk. Alors, on va afficher ta diapo le temps que je te trouve dans la liste et pouvoir réactiver ta vidéo. Ah, ça y est, je t'ai. Hop, 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 hop. Demander à démarrer la vidéo. Est-ce que Yanis, le voilà notre ami, et on t'entend bien cette fois-ci. Parfait. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Yanis Bachar, j'ai 28 ans, j'ai eu deux vies. Une vie de journaliste sportif. Voilà, j'adore le sport, comme vous, en particulier le football. Voilà, j'aime plutôt l'Olympique de Marseille. Hein. Désolé pour les Girondins qui sont parmi nous aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'aime bien comme les Girondins de Bordeaux. Voilà, donc j'ai été journaliste au Canal+ à l'âge de 19 ans. J'ai commencé comme stagiaire, ensuite comme pigiste. Et après, pigiste, c'est quand on est appelé, quand on a un contrat à la journée. Voilà, donc c'est vraiment pour des missions très ponctuelles. Voilà, donc on est à la pige. Et ensuite, j'ai été en contrat d'alternance avec mon école qui était Sciences Po Paris. Voilà, à Sciences Po Paris. Et ensuite, j'ai voulu me lancer en politique. Du coup, j'étais dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 pour l'élection présidentielle, qui m'a conduit ensuite à aller en cabinet ministériel pour m'occuper des JO 2024. Voilà, donc j'ai préparé notamment le dossier de candidature auprès du CIO, du Comité international olympique et du Comité international paralympique, le dossier Paris 2024. Et ensuite, un an et demi, donc j'étais un an et demi au cabinet. Et après, voilà, j'ai enchaîné avec un autre événement que la France va accueillir en 2023. On envoie la Coupe du Monde 2024. Comme tu l'as très bien dit, Claude, Bordeaux et son magnifique Matmut Atlantique. On sera l'un des stades hôtes. La Coupe du Monde de rugby 2023 au fonds de dotation. Le fonds de dotation, c'est un fonds qui est financé par diverses entités. Hein. Donc là, pour moi, c'est les TPE, PME, hein, donc les petites et moyennes entreprises qui financent le fonds de dotation qui sert après à financer des actions en lien avec le sport, en lien avec le rugby, sur des thématiques fortes comme la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, le développement durable, le handicap et autres. Voilà. Désolé, j'ai essayé d'être assez court et ludique. J'espère que ça a été clair. Ça a été, c'est parfait. On a bien compris tes devis, ta vie de journaliste sportif et maintenant ton engagement également politique et maintenant tes missions au sein
de l'organisation de la Coupe du Monde. Je vais donner la parole avant que Noureddine Zidane ne nous rejoigne, à Romain Maviel. Alors, Romain Maviel, qui est un lycéen, alors qui ne va pas lui nous parler de son expérience de jeune reporter, mais qui va vous dire pourquoi il a souhaité, Romain, on se connaît depuis quelque temps, pourquoi il a souhaité co-animer ce webinaire avec moi, même si je l'ai un peu oublié au début, mais il ne va pas m'en tenir rigueur parce qu'il a tellement l'occasion d'être mis en lumière. Voilà. Tu dois pouvoir prendre la main et nous dire bonjour et nous raconter un petit peu ton appétence pour le journalisme. Oui, bonjour à tous, pas de problème, Claude, je vous en tiens par rigueur. J'avais le micro coupé et la caméra aussi. Donc, je suis élu lycéen de l'Académie de Bordeaux au Conseil national, au Conseil académique et vice-président de mon CVL, mais je suis surtout là aujourd'hui parce que j'ai une certaine passion pour le journalisme. J'ai eu l'occasion de faire des stages dans la presse locale, notamment au service des sports. Mais je crois qu'on est plutôt là pour écouter nos intervenants. Alors peut-être si Noureddine Zidane nous a rejoint, lui laisser la main pour qu'il se présente à nous. Alors, est-ce que Noureddine, tu es là? Donc, manifestement, il n'est pas là. Mais je te redonne la parole, Romain, pour que tu puisses lancer la suite de notre webinaire qui pourrait être sous forme de questions-réponses. Effectivement, donc je vous invite peut-être soit demander la parole dans le chat ou écrire directement votre question, c'est comme vous le souhaitez. Et puis les intervenants se feront un plaisir de vous répondre, je pense. Allez, moi je vais poser tout de suite une question. Donc ça va lancer les débats. Peut-être à Yanis. Yanis, comment t'es venu ce goût et cette envie d'embrasser cette carrière de journaliste? Alors le goût, c'est comment ça t'est venu, et puis petit à petit, comment tu as fait pour gravir ces échelons jusqu'à être donc commentateur, speaker sur des événements internationaux? C'est une longue histoire, je vais tout la raconter rapidement. Alors moi, quand j'ai eu ma maladie, aujourd'hui, je me déplace en fauteuil roulant à cause d'une myopathie. Voilà, donc quand j'ai eu cette maladie, moi j'étais fan de foot et je rêvais, comme beaucoup d'entre vous, je pense, les participants, de devenir footballeur. Et j'ai eu, malheureusement, ce rêve brisé avec ma maladie. Et en fait, je me suis dit, à défaut de pouvoir à défaut de pouvoir vivre des émotions, enfin de les faire vivre aux gens, je vais tenter de les transmettre. Et donc, le goût du journalisme, voilà, de raconter ce que je vis, ce que je vois quand je vois un match de foot, ben, la vocation de journaliste me vient un peu comme ça, naturellement. Donc voilà, j'ai été à l'école, j'ai un cursus normal, et voilà, en gardant toujours en tête cette idée d'être journaliste. Et ensuite, voilà, j'ai pu faire un stage à Canal+, à 19 ans. Alors, j'ai eu de manière un peu académique parce que j'ai envoyé beaucoup de lettres, beaucoup de courriers, beaucoup de mails, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interpellations Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. En fait, ce que j'ai fait, un peu bêtement, qui nettoyait les étages de Canal. Voilà, je me suis un peu mis derrière elle pour aller dans la rédaction des sports de Canal. Et ensuite, j'ai croisé un homme qui s'appelle Grégoire Margoton, qui est aujourd'hui commentateur sur TF1. Je l'avais pu entendre pendant la Coupe du Monde et touché par mon âge à Canal et l'aventure. Alors, on t'a un petit peu perdu, Yanis. Je te propose de revenir à nouveau vers toi dans quelques instants. On s'est arrêté Vous êtes arrêté où? À Grégoire Margoton, mais là, on t'entend. D'accord, ah oui. Ben, du coup, alors, en rencontrant Grégoire Margoton, ensuite, il a été touché par mon audace et m'a donc proposé un stage. Et ensuite, c'est venu la sienne naturellement. Voilà. Ok, très bien. Super. Romain, à toi. Un très très beau parcours
qu'on prend plaisir à écouter. Et je vois que Noureddin Zidane nous a rejoint, donc peut-être lui laisser la parole pour qu'il se présente à nous et nous explique son parcours alors que sa slide s'affiche à l'écran. Oui, Noureddin, on a pris le parti de demander à nos intervenants, dont tu fais partie, donc de nous raconter rapidement leur histoire, leur parcours, et entre leur début, l'appétence qu'ils ont eue pour le journalisme, pardon, et ce qu'ils sont aujourd'hui, sachant qu'après les questions vont venir. À toi, Noureddin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous voyez sur l'affiche, vous voyez en rouge mon poste actuel, donc de rédacteur en chef. Mais avant d'y arriver, évidemment, il y a eu de nombreuses étapes. Après, ce qui est certain pour mon cas. Peut-être plus près de ton micro, Nouré, s'il te plaît. Vous m'entendez mieux là? Là, c'est un petit peu mieux, oui. Allez. Oui, donc. Parfait. Ce qui est certain pour mon cas, c'est que l'amour du journalisme remonte à très longtemps, à très petit. Et à la base, c'était aussi une volonté aussi de m'approcher du milieu du sport. Alors, le rêve ultime, ça aurait été d'être sportif de haut niveau, mais malheureusement, je crois qu'il n'y a qu'un seul Zidane pour pouvoir briller en matière de sport. Donc, je me suis résolu à faire plutôt journaliste. Donc, la place était déjà prise. La place était déjà prise, sans le savoir, mais bon, après, j'ai vu que c'était impossible de lutter. Donc, je me suis dit que la meilleure façon d'approcher ce monde du sport qui me faisait un peu rêver, c'était d'être journaliste. Donc, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y parvenir en suivant un bac ES. J'ai fait aussi des études de droit pendant 4 ans avant de tenter des concours pour les écoles de journalisme. Et finalement, j'ai réussi à intégrer l'Institut français de presse pour un diplôme qui m'a donné des bases en information communication. Et à la suite de cela, j'ai commencé à travailler, à effectuer des premières piges, donc des missions ponctuelles. C'était en 2001, on était, je ne vais pas dire au début d'Internet, mais en tout cas, c'était beaucoup moins généralisé qu'aujourd'hui. Et ma mission au début avec Eurosport, c'était de faire des lives, c'est-à-dire voir des matchs de Ligue 1 et retranscrire les meilleures actions au clavier, à l'écrit, pour les internautes qui n'avaient pas d'accès aux chaînes payantes. Donc j'ai fait ça sur Eurosport.fr où j'ai pu côtoyer certains qui sont toujours là-bas, comme Maxime Dupuis. Certains sont passés à la télé, comme Romain Ballan à Téléfoot, ou Marie Patrux également, qui est maintenant sur beIN Sport. Et ensuite, j'ai fait donc sport24.com, où là, j'ai fait des piges et j'ai été CDD puis CDI, où j'ai couvert notamment toute l'actualité football, handball et volleyball. Et ensuite, c'est le grand amour avec la radio qui me fascinait, parce que quand j'étais jeune, c'était Europe 1, c'était Eugène Sacomano, c'était Pierre-Louis Basse qui me faisait vibrer pour voir les matchs, pour écouter les grands matchs de foot, et notamment de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai réussi à faire des premières piges au sein du réseau Radio France à France Bleu Melun, puisque je suis originaire de Seine-et-Marne, en région parisienne. J'en ai fait de nombreuses, beaucoup de remplacements. J'ai intégré ce qu'on appelle le planning de Radio France, où on est amené à faire des remplacements sur toutes les antennes du groupe audiovisuel public, c'est-à-dire à France Inter, à France Info, à France Bleu. Et en 2007, donc, j'ai été embauché à France Inter comme reporter, puis grand reporter, où là, j'ai couvert des grands événements d'actualité, alors d'infogénés, des conflits parfois, des conflits armés comme en Côte d'Ivoire, des élections, des mouvements sociaux, mais aussi des à côté des grandes compétitions telles que le Tour de France, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. J'ai fait ça pendant 7 ans. Avant d'intégrer Move, donc en 2014, j'ai fait une petite incursion au service des sports, ce qui m'a permis de revenir à mes premières amours et à commenter des matchs et à être plus spécifiquement
dédié au handball. Et donc, à la suite de cette expérience-là, je suis devenu rédacteur en chef à Move, qui est la chaîne jeune de Radio France. Et rédacteur en chef, c'est un peu comme l'entraîneur vis-à-vis de ses joueurs. Mais mes joueurs, ce sont des chroniqueurs, ce sont des journalistes à qui je donne des instructions pour couvrir l'actualité. Donc, je fais ça depuis 6 ans. Et en parallèle de ça, je mène des actions d'éducation aux médias pour Move, donc en allant dans les collèges, dans les lycées pour donner des armes sur la compréhension du fonctionnement des médias. Et je fais aussi depuis quelques semaines pour le réseau France Bleu et les 44 locales. Voilà pour mon parcours en 5 minutes. Merci beaucoup, parcours très intéressant encore une fois. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole dans le chat. Peut-être maintenant, tournons-nous vers Bastien Loquet pour lui demander la manière dont se déroule sa journée, son quotidien. Quel est son quotidien? Le quotidien, il est à la fois simple et surtout fait d'imprévus. Je pense que c'est effectivement ce qui fait le sel de ce métier de journaliste, c'est qu'on sait à quelle heure commence la journée, on ne sait pas forcément, en revanche, à quelle heure elle se termine, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne se passe jamais comme prévu. Alors c'est vrai que dans le sport, il y a des incontournables, on va parler bien sûr des matchs, mais aussi de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ou d'après-match. Donc ça, ce sont des rendez-vous qui sont clairement définis. Et puis ensuite, il y a les matchs, bien évidemment. Alors nous, à TV7, vous vous en doutez, nous n'avons pas les moyens de pouvoir les retransmettre, hein, bien évidemment, puisqu'on sait notamment en matière de foot ce qui est en train de se passer en ce moment. Et surtout, plus généralement, du fait que le sport, pour les médias, ça se paie cher. Et donc, nous, on couvre le sport, surtout en récupérant quelques images, parce qu'il y a le droit à l'information qui nous permet, alors avec une charte très précise, de pouvoir récupérer les images des matchs dans un délai maximum de 24 heures après la fin de la journée. Donc ça, c'est vraiment très précisément pour le football. Je prends un exemple. Hier, Bordeaux a perdu contre Lille 3-0. Ce soir, je n'ai pas le droit de passer les images de ce match puisque ce sera plus de 24 heures après le coup d'envoi. En revanche, j'ai pu en parler ce matin dans la matinale de TV7. Donc, il y a effectivement ce quotidien-là qui est fait également de prise de rendez-vous, de contact, de coups de téléphone. Il faut trouver des invités. Alors, quand on parle de sport, bien sûr, le sport roi, c'est le foot. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi, bien sûr, vous vous en doutez, le rugby. Mais on essaie d'être le plus large possible parce que dans le sport, il y a ceux qui sont médiatisés et puis ceux qui le sont beaucoup moins. Alors, le hand, un peu plus. Le volley, ça commence à venir, mais c'est compliqué. Donc, nous, on essaye effectivement le plus possible de donner, on va dire, la parole aux sportifs, quelle que soit leur discipline et aussi, quel que soit leur âge. Hein, pour preuve, il nous arrive régulièrement sur TV7 de parler des activités, par exemple, de l'UNSS. Donc, le sport, c'est le sport de haut niveau, ça a été évoqué, mais c'est aussi le sport du quotidien qu'il faut aussi aborder. Donc, ça permet d'avoir des journées bien remplies. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Peut-être tournons-nous vers Yanis Bacha maintenant, en lui demandant s'il a déjà pu, par exemple, approcher des champions ou bien son meilleur souvenir, lui, dans sa jeune et brillante carrière. Alors oui, bon, forcément, quand on est journaliste, ou même après en politique, on est amené à rencontrer des personnes connues, entre guillemets, pas avec les mêmes yeux que quand on était enfant, parce qu'évidemment, quand on est enfant et qu'on croise son joueur préféré, on est très heureux, on est émerveillé. Et puis après, quand on est un peu plus vieux, ça se modère un petit peu. Mon plus beau souvenir, c'est le match d'ouverture de l'Euro 2016, France-Roumanie, au Stade de France, où voilà, je commentais le match d'ouverture. C'était un de mes premiers vrais tests nature
grandeur nature. Donc, c'était pour les personnes qui sont visuelles au Parc des Fous, au Stade de France. Donc, c'était une expérience totalement nouvelle parce que quand on commande pour des personnes aveugles, c'est un commentaire qui est un peu comme celui de la radio, hein. Un peu comme ce que pourrait faire Noureddin Zidane ou Noureddin Chakomano, l'un des modèles de Noureddin. Mais voilà, il faut vraiment décrire le plus possible l'action. Et c'est vrai qu'au moment où tu dis mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, et que tu commences une compétition internationale comme l'Euro, ça fait forcément quelque chose dans le ventre et c'était génial. Donc voilà, c'est l'un des souvenirs marquants que j'ai. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être maintenant, allons voir Suzy, ma collègue lycéenne landaise. Peut-être, est-ce qu'on pourrait te demander quel est ton meilleur souvenir à toi également dans ta jeune et brillante également carrière de reporter? Alors, mon meilleur souvenir, je pense que je ne pourrais pas trancher entre deux. Donc, le premier serait la semaine olympique et paralympique de 2019, où j'ai pu être reporter et interviewer des athlètes olympiques qui sont partenaires de cette semaine olympique, même cette année encore, comme Grégory Mallet ou Romain Mesnil. C'était un très bon souvenir. Ou encore, je pourrais citer l'an dernier, lors de ma formation à l'INA, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les studios de l'équipe. Pour la petite anecdote, on a même pu rentrer sur le plateau pendant une émission, pendant la pub, et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Suzy, si je peux me permettre, et Romain, de te couper la parole, Suzy, si nous étions, Romain et moi, des magiciens et qu'on te tapotait sur la tête avec une baguette magique et qu'on avance de 5, 6, 7, 7, 8 ans dans le temps, où tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu es devenu? Alors, très bonne question. Alors, je sais que je voudrais travailler dans le sport, c'est possible en tant que journaliste. Euh, Je suis très ouverte d'esprit, du coup, être commentateur, reporter, avoir un rôle, si possible, dans un rêve au sein du CIO, le Comité international olympique, et surtout être au plus près de l'action, du sport, être en contact avec les gens et pouvoir transmettre les émotions et vibrer avec le sport. Ok, merci Suzy. Je redonne la parole à mon ami Romain. Effectivement, merci beaucoup. Peut-être une question qui s'adresse à tous nos intervenants maintenant. Quant à la mobilité dans votre métier, on imagine que vous êtes certainement obligé de bouger, que ce soit au niveau national et peut-être même international, non? Alors, qui répondra à cette question? Ben, chacun son tour. Bastien? Oui, alors à la grande époque des Girondins, et qui était aussi la grande époque de 8FM, nous suivions les Girondins de Bordeaux dans leurs déplacements européens. Et donc, on ne se contentait pas, bien évidemment, uniquement de retransmettre et de faire vivre les matchs, puisqu'on délocalisait une bonne partie de l'antenne dans ces conditions. D'ailleurs, pour l'anecdote également, à l'époque, les journalistes pouvaient monter directement avec les joueurs dans les avions. Donc, on faisait le chemin aller et le chemin retour avec les joueurs. Bien évidemment, pour le reste du temps, ils étaient dans leurs hôtels et nous dans les nôtres. Mais on a fait, comme ça, j'ai pu faire des émissions, par exemple, voilà, à Moscou, à Lisbonne. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est à travers le sport, découvrir aussi, quand on est comme ça à l'étranger, une autre façon de voir le sport, mais plus généralement une autre façon de voir la vie. Donc, journaliste sportif, c'est aussi une façon, quand on se déplace comme ça, de faire vivre ce qui est autour de nous. C'est aussi une bonne façon de découvrir des personnes, des pays, et c'est une ouverture, on va dire, le sport peut être une véritable ouverture et pour aborder davantage de sujets encore. Alors, on ne va pas parler de ça peut-être aujourd'hui, mais c'est vrai que sport, politique, citoyenneté, etc. sont quand même assez liés. Et lorsqu'on se retrouve comme ça dans des pays étrangers,
on peut voir à travers le sport quelles sont les façons de vivre, etc., etc. Donc, c'est toujours des expériences assez, assez étonnantes. Et c'est vrai que par rapport à la force de faire vivre le sport, je pense que la radio est très certainement le média, à mon sens, le plus fort pour ça, parce qu'il n'y a pas l'image, justement. Il n'y a que le journaliste qui est là pour effectivement faire vivre une émotion. Alors au-delà du simple déroulement d'une action, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que la radio pour ça est un média absolument magique. Et puis je vais terminer avec une petite anecdote. J'ai été, je pense, le premier journaliste à faire une interview de Christophe Dugarry. À l'époque, il était jeune joueur au Girondins et le club a appelé la radio en disant il y a un jeune du centre de formation qui est titularisé depuis 2 ou 3 matchs. À mon avis, lui, il ne va pas être mauvais. Ça serait bien que tu fasses ton interview. Donc, rendez-vous a été pris avec Christophe Dugarry. Et je peux vous assurer que le Christophe Dugarry que j'ai interviewé devait avoir à ce moment-là même pas une vingtaine d'années, était loin, très loin de celui qu'on a vu encore il y a quelques temps sur les plateaux télé côté grande gueule. Ça n'était pas du tout le Christophe Dugarry que moi j'ai pu côtoyer. Donc, c'était pour la petite anecdote. Très bien, merci beaucoup. Mais peut-être qu'on va poser la même question à nos autres intervenants. Voyons, puisque vous parliez de la radio, peut-être nous tourner vers Noureddine Zidane. Pour rebondir sur le fait de bouger énormément, oui, évidemment, ça c'est une contrainte. Après, la différence que je ferais entre le journalisme de sport et le journalisme dans d'autres domaines et le journalisme d'infogéné, comme j'ai pu le pratiquer, c'est, on va dire, la prévisibilité. Parce que lorsqu'on fait de l'infogéné, on ne sait jamais lorsque un événement survient, une mort survient, une manifestation spontanée survient. Donc voilà, pour reprendre ce que disait Bastien il y a quelques minutes, on ne sait jamais comment une journée peut se terminer. Des fois, on ne sait même pas comment la journée commence. Pour le sport, oui, forcément, étant donné que c'est international, eh ben oui, il faut avoir une certaine souplesse. Pour ma part, je n'ai jamais suivi au quotidien de clubs, mais plus des équipes de France. Donc, il y avait des rendez-vous récurrents, par exemple une Coupe du Monde, celle que j'ai vécue en Afrique du Sud en 2010, ou bien le handball avec le championnat d'Europe 2016. Non, 2014 au Danemark, ou le championnat du monde en France en 2017. Voilà, ce sont des événements un peu récurrents. On peut s'organiser, mais c'est vrai qu'il faut avoir une certaine mobilité parce qu'on ne peut pas toujours, en tout cas, on n'a pas des horaires fixes, cadrés, donc il faut être relativement souple pour pouvoir aussi effectuer cette profession. Très bien, merci beaucoup. Et puis, pour clôturer cette question, peut-être Yanis Bacha qui pourra nous donner son point de vue. Ou pas, d'ailleurs. Mais... Excusez-moi, désolé. Mon téléphone était verrouillé. Du coup, là, vous avez le beau soleil de la place de la République qui apparaît. Oui, pour répondre à ta question, alors, je rejoins un peu nos régimes, c'est-à-dire que dans le journalisme sportif, c'est vrai que a priori, c'est assez prévisible ce qui se passe, même si bien souvent, s'il y a un breaking news en foot, ça arrive, hein, qui est une décision, une commission de discipline, un événement, un transfert, mercato, il fallait faire des micro-trottoirs, ou il fallait faire la conf de presse de présentation d'un tel, etc. Mais bon, globalement, c'est assez cadré. Et après, il y a surtout, je vais remettre mon masque, hein, quel bon exemple aux enfants, quand même, si je mets mon masque au nez, c'est pas bien. Et il y a aussi, surtout en politique, où là, y compris dans le sport, on est complètement, entre guillemets, à la merci de la qualité du ministre ou de la ministre qui décide à tout moment de partir et peut vous emmener avec vous à pas d'heure, sans aucune parfois considération pour vos projets perso ou familiaux. Voilà.
Mais oui, c'est aussi ça qui est bien, c'est que si on a choisi ces métiers, c'est aussi pour la dose d'inattendue qu'il peut y avoir. Et on est Ok. pleinement servi. Ok. J'ai presque envie de rajouter peut-être quelque chose qu'on n'a pas très bien entendu de la part de Suzy tout à l'heure. Alors, Suzy, que je connais bien, et je suis avec intérêt son parcours, donc je peux en parler. À propos justement des déplacements, de la mobilité, le sport, par principe, c'est la mobilité, puisque lorsqu'il y a un événement, il se fait quelque part, il ne se fait pas chez vous, d'une part. D'autre part, le sport nécessite qu'une équipe aille rencontrer une autre aille rencontrer ou que des athlètes aillent en rencontrer d'autres en athlétisme. Donc, il y a de la mobilité. Et il faut savoir que, vous l'avez peut-être pas très bien perçu lorsque Suzy vous l'a dit tout à l'heure, mais Suzy, qui est d'une petite commune près de Parentis, dans les Landes, Parentis est elle-même près de Biscarrosse, qui est une commune un peu plus grande, mais Suzy est lycéenne à Dax, qui n'est pas une très très grande ville, mais grâce aux compétitions civiles, donc de clubs, mais aussi aux compétitions de l'UNSS, mais Suzy, elle parcourt de temps à autre la région Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine, et donc grâce aussi à son engagement, elle a pu être repérée par notre intermédiaire, par le rectorat. Elle a suivi une formation de journalisme, elle a suivi ensuite, comme elle vous l'a dit, une formation nationale de jeunes reporters, et elle devait aller en Chine avec la délégation française sur un mondial scolaire de sport. Je ne sais plus lequel c'était peut-être tennis de table, je ne sais plus, mais en tout cas, elle devait se déplacer. Donc il y a cette notion de mobilité est très importante. Une question que j'aimerais poser, puisque nos participants aujourd'hui ne sont pas très loquaces, mais ce n'est pas très grave, on pose des questions pour eux. Cette possibilité de s'adresser, de parler en public, donc de maîtriser à la fois la communication en public, la communication derrière un micro, derrière un écran, ne pas chercher ses mots, trouver les bons mots, les bonnes expressions relatives à tel ou tel sport ou à tel ou tel sujet. Comment les uns et les autres, vous avez acquis cette compétence? Comment avez-vous travaillé ça? On pourrait peut-être revenir, puisqu'on a fait le tour de tout le monde, sur Noureddine, et ensuite, ça sera Bastien, Suzy et Yanis. Alors, sur ces compétences-là, comment elles s'acquièrent? Elles s'acquièrent un petit peu sur le terrain. Alors, certains ont peut-être des facilités innées, mais elles se travaillent, ces facultés. Alors, pour avoir du vocabulaire, ça aide bien aussi d'avoir un peu de culture générale, donc ça se travaille aussi à l'école. Comme on s'adresse également à des collégiens, des lycéens, c'est important de rappeler que la culture générale, c'est essentiel pour nourrir déjà son cerveau et ses connaissances et son vocabulaire. Et c'est d'ailleurs dans le cadre des écoles de journalisme, de certaines écoles de journalisme, une épreuve qui compte pour pouvoir les intégrer. Donc, et de façon générale, ça sert toujours dans sa vie de tous les jours. Donc déjà, cette culture générale permet aussi d'agrémenter les commentaires parce que voilà, on ne peut pas se contenter, lorsqu'on fait un commentaire, d'être uniquement dans le descriptif. Vous avez des temps forts, vous avez des temps faibles, et c'est toujours intéressant justement d'agrémenter ce strict descriptif d'éléments, parfois de contexte, qui peuvent permettre de rendre le commentaire beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et après ça dépend aussi des médias, hein, c'est sûr, hein, et ça dépend aussi de l'action. Mais tout s'apprend, c'est sûr que voilà, lorsque j'ai commenté mes premiers matchs, lorsque j'étais en radio locale, c'était quelque chose qui me faisait énormément peur parce que je me disais il ne faut pas avoir de blanc, il faut tout le temps être pertinent, pas buter sur les mots. Quand on fait une intégrale sur 90 minutes, il y a forcément des imperfections. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être en radio, je parle uniquement en radio, les yeux de l'auditeur pour lui faire vivre le match. Et lui donner presque l'impression d'être avec nous
au stade. Mais voilà, après, ce sont des techniques aussi qui s'apprennent en école, sur le terrain, en écoutant aussi des commentateurs. Hein. Forcément, on s'inspire plus ou moins de certains commentateurs ou commentatrices que l'on admire pour pouvoir un petit peu trouver sa voix et en fonction de sa personnalité, d'avoir un véritable style. Mais ça se travaille au long des années. Mais pour résumer un petit peu mon propos, c'est quand même, je trouve, hyper important d'avoir cette culture générale. Après, sur le placement de la voix, sur la présence, faire aussi des activités que l'on peut faire notamment en établissement scolaire, telles que, par exemple, du théâtre, c'est très bien aussi pour surmonter sa timidité et avoir conscience de sa voix. Ça, c'est très utile, non seulement pour le commentaire sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours pour faire un exposé, etc. Donc, cette année, je ne sais pas si ça va être mis en place effectivement compte tenu du contexte sanitaire, mais c'était quand même l'année de la mise en place du grand oral. Je pense que un exercice tel que celui-ci dans le cadre du bac, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant pour apprendre à prendre la parole et à la maîtriser. Ok, merci Noureddine. Donc on continue ce petit tour sur ce sujet-là de la maîtrise de la parole, la structuration du discours, de la maîtrise de ses émotions aussi, parce que je présume qu'entre interviewer Marcel Duchamp un dimanche matin sur un stade de grande banlieue, et puis interviewer en plus peut-être dans une langue étrangère un Ronaldo, pour prendre un exemple que l'on connaît, ou un Zinedine, pardon, Zidane, mais Noureddine c'est pas mal déjà. Ce n'est pas la même chose. Donc Bastien, pour toi, comment cette compétence et cette maîtrise du langage et de la technique et de la communication t'est venue? Moi, j'ai quelques idées parce que je te connais depuis très longtemps et je sais comment tu t'es forgé là-dessus. Ô gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grands grains d'orge riseras-tu? Ô petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre raseras-tu, etc., etc. Ça, ce sont des exercices, tiens, par exemple, qu'on apprend à faire. Alors là, je l'ai raté forcément, mais c'est l'émotion. Donc, effectivement, il y a des techniques, hein, comme l'a dit Noureddine, des techniques qui sont assez basiques. Je pense que le plus important, lorsqu'on se retrouve comme ça devant la nécessité de commenter une action quelle qu'elle soit, alors il faut d'abord se rendre compte que, comme ça a été dit, en radio notamment, on est les yeux des personnes qui nous écoutent. Donc, l'émotion, il faut justement, je pense, la faire transparaître. Alors, comme forcément on est journaliste, il ne s'agit pas de pleurer à chaudes larmes, etc. Hein, on est bien d'accord. Mais je pense que l'aspect émotion est justement un aspect sur lequel il n'est pas nécessaire, contre lequel il n'est pas nécessaire de lutter. Au contraire, quand on a encore, son nom a été prononcé plusieurs fois, Eugène Sacomano. Voilà, Eugène Sacomano, lorsque un but était marqué, on avait l'impression que c'était lui qui venait de marquer ce but. Donc, je pense que tout ce qui est émotion, effectivement, il faut le faire passer, il faut la faire passer, cette émotion, à travers la grille journalistique, encore une fois, mais il ne faut surtout pas s'empêcher, je pense, d'avoir des émotions. Après, il y a un autre élément qui me semble important, c'est le fait d'accepter de se tromper, le fait d'accepter, effectivement, Noureddine a dit tout à l'heure, l'angoisse c'était le blanc, etc. Une fois qu'on a compris que le blanc peut être aussi un élément du commentaire, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on s'est planté une fois, deux fois, et puis que la troisième, on s'est planté, mais on a su comment se relever, on a su comment s'en sortir, déjà, ça permet de gagner en confiance. Et je pense que ça, la confiance, elle est importante.
Alors, elle s'acquiert au jour le jour en fonction des sujets qu'on traite, des connaissances qu'on en a. Et là aussi, Noureddine l'a dit, je pense que ça s'acquiert déjà à la base à l'école avec une culture générale qui permet au moins de pouvoir se reposer sur des éléments forts. Et puis, il y a quand même une technique un peu étonnante quand on fait un commentaire, alors quel qu'il soit, ça peut être un commentaire de foot ou une émission, par exemple, télé, plus simplement en direct avec, par exemple, des invités. En fait, on a un cerveau un peu qui fonctionne à plusieurs vitesses à ce moment-là. Il y a le cerveau qui dirige, on va dire, la voix à l'instant T. Il y a le cerveau qui prévoit ce qui va être dit un petit peu plus tard. Il y a le cerveau qui, en même temps, écoute éventuellement la personne que l'on interviewe. Et puis, il y a aussi le cerveau, parce que ça, c'est un peu rentré peut-être dans les coulisses des médias, mais il y a aussi un élément qui est capital en télé comme en radio, c'est celui du temps. Donc, il faut en permanence savoir où on en est au niveau du temps qui nous est imparti par rapport à ce qu'on avait prévu de dire et de faire. Donc, j'allais dire que le cerveau se met presque automatiquement, au fur et à mesure qu'on acquiert l'expérience, encore une fois, dans cette disposition. Mais je pense que voilà, le secret, alors je ne sais pas s'il y en a vraiment, d'abord, il faut en faire, et puis il faut en refaire. Et puis, il faut en refaire encore. Il faut se rendre compte qu'on peut se tromper et qu'on arrive à se relever. Et puis aussi, encore une fois, avoir une base suffisamment solide sur laquelle on sait qu'à n'importe quel moment, on peut se raccrocher et retomber sur ses pattes. Et surtout, j'insiste là-dessus, je pense que l'émotion n'est pas un sentiment contre lequel il faut lutter. Au contraire, il faut savoir la gérer, certes, mais il faut savoir la faire partager. Donc, c'est vrai que quand on est à l'école comme ça, quand on est devant sa classe entière, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que quand on fait un exposé, par exemple, on s'imagine toujours que ça va être compliqué, qu'on va avoir du mal à y arriver. Et voilà, il faut avoir confiance en soi et surtout, il faut être sûr de ce qu'on sait. Pas forcément se raccrocher en permanence aux notes que l'on peut avoir. Il faut savoir exactement ce qu'on veut dire, où est-ce qu'on veut aller, d'où on part. Et ça, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a cette conduite, pour prendre un terme technique, notamment en radio et en télé, une fois qu'on a la conduite, on sait où on en va. Et c'est comme des rails, en fait. Une fois qu'on y est, on suit le chemin et puis c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Peut-être continuons ce tour de table avec Yanis Bacha quant à l'éthos pour les hellénistes, la prise de parole. Elle est simple. Alors moi, j'ai un cheveu sur la langue, mais j'ai pu en jouer au début de ma carrière, même si ça a été très compliqué. Et ce qui m'a aidé, c'est l'éloquence. Voilà. Je faisais beaucoup de joutes oratoires à la fac, même au lycée déjà. Ça m'a beaucoup aidé à déclamer ma voix, à poser ma voix. Évidemment pas la même quand je parle et quand je commente. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, parfait. Parfait. Excusez-moi. Désolé, en même temps. Donc voilà, l'important de déclamer sa voix et de la poser, comme l'a dit l'interlocuteur juste avant, qui a beaucoup plus de bouteilles que moi et sa parole est d'évangile par rapport à la mienne, mais il faut réellement être sûr de ce qu'on veut dire et poser sa voix et surtout aimer ce qu'on dit en fait, aimer être convaincu de ce qu'on dit. Parce que quand on n'est pas convaincu ou quand on fait semblant, malheureusement, en général, même vous allez l'apercevoir, le téléspectateur ou l'auditeur, il le ressent directement. Et je pense que ce dialogue-là de sincérité, on peut avoir encore plus dans les antennes locales, que ce soit France 2 ou des chaînes de télé locales, ça permet vraiment de tisser un lien avec le téléspectateur ou l'auditeur qui, je pense, parfois peut deviner si vous êtes dans un bon jour ou pas, rien qu'en entendant votre voix. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Suzy, est-ce que tu veux apporter ton témoignage sur ce thème de la prise de parole avant de passer à une autre question?
Alors, quant à moi, bon, mon expérience est plus restreinte, mais sur quelques années, 2 ans, je vois déjà une nette amélioration quant à ma prise de parole, que ce soit dans les interviews, dans mes reportages, rien qu'avec l'expérience, le fait de s'entraîner, de poser de plus en plus de questions aux gens, d'être dans la discussion avec eux. Euh, je rejoins tout ce qu'ont dit les autres intervenants avant moi. Et voilà. Oui, moi j'ai peut-être une anecdote, alors qui ne me concerne pas, mais qui concerne un ami, donc dans une autre vie, il y a très très longtemps, donc ça devait être dans les années, deuxième moitié des années 80, donc j'étais enseignant d'EPS à l'époque, enseignant prof de sport, comme on dit, à Antony, dans la banlieue parisienne, et j'avais un collègue, d'ailleurs ils étaient deux frères jumeaux, dont l'un qui a fait une carrière une petite carrière de journaliste, je ne me rappelle plus exactement de son nom, je me demande si c'est pas Delcourt. Et en fait, pendant ses cours de PS, notamment les cours de sport collectif, de hand, il avait toujours avec lui, donc maintenant ça ne se fait presque plus, mais un dictaphone ou un petit magnétophone, et il s'amusait, il s'amusait et il s'exerçait à commenter les matchs de ses élèves. Donc un tel passe à un tel, je ne me rappelle plus, puisque en plus moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, sur le terrain, il s'est formé, puis je pense que quand on est à Paris, ou en tout cas dans la banlieue parisienne, ou à Paris, on est forcément plus proche des médias, en tout cas des médias nationaux, et il s'est retrouvé par réseau à intégrer Canal, me semble-t-il, et à être commentateur de boxe. J'ai un autre ami bordelais, Laurent Belay, de mémoire, qui intervient aussi sur les médias. Je crois que Bordeaux pourvoit quelques journalistes au niveau national. Ce que j'ai, Grand commentateur de rugby, Laurent Belay. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce que j'ai envie de dire, de par ce que je connais du métier et ce que je connais des gens qui ont réussi dans cette voie, alors réussir, hein, c'est pas forcément le niveau national, mais en tout cas qui font ce qu'ils ont voulu faire, c'est, comme le disait et nous le dit Suzy, et comme nous le disaient nos trois amis, c'est de s'engager. S'engager, c'est-à-dire aller sur le terrain, tenter, faire, refaire, se planter, tirer les bénéfices de l'erreur et des échecs. Il n'y a aucun souci tant qu'on en tire ce qui est positif et qu'on arrive à rebondir. Donc, sur des événements sportifs près de chez vous, des petits événements, engagez-vous sur la partie qui vous intéresse, notamment peut-être la partie média, et vous allez voir que vous allez acquérir par le simple fait d'avoir fait des compétences, et ensuite des compétences qui sont certifiées souvent par de la formation, des formations ad hoc, c'est-à-dire des formations qui vont bien, comme l'IJBA qu'on a à Bordeaux, qui est l'école de journalisme, comme d'autres instituts de journalisme à Paris et ailleurs. De Juliette Galineau, tout le monde, comment sont organisés tes entraînements, ta formation au lycée en tant que jeune, alors je n'ai pas tout vu parce que, jeune reporter. Alors bien sûr, Juliette Galineau, qui est, je crois, la fille de collègue d'EPS et que j'ai déjà vu sur des compétitions UNSS, notamment de sauvetage sportif peut-être. C'est ça, oui. Suzy. Alors, du coup, moi, j'agis surtout en dehors de mon lycée grâce à l'UNSS, mais il m'arrivait de faire des choses pour mon lycée, comme des compétitions qui se déroulaient au sein de mon lycée, euh, des, euh, des courses. On a eu la course contre la faim, plein de petits événements, sportifs ou non, la labellisation de mon lycée en tant que génération Paris 2024. Et du coup, mon entraînement s'est fait en allant auprès du proviseur, en me faisant contacter pour couvrir cet événement. Par exemple, pour la course contre la faim, j'ai fait plusieurs petites vidéos, une pour durer dans le temps, expliquant les rôles dont on avait besoin, où on avait besoin des élèves. Euh, Comme ça, chaque année, il l'a passé avant cet événement pour que des élèves de notre propre établissement s'engagent pour couvrir ces rôles. Une autre pour promouvoir l'action, pour que des donateurs viennent et aident au déroulement de cette action pour récolter plus d'argent.
Ensuite, souvent, ça s'est fait comme ça. L'an dernier, lors de la labellisation, non, il y a 2 ans, lors de la labellisation de mon établissement en tant que génération 2024, j'ai été conviée à une conférence un peu au dernier moment. Et durant la conférence, il y avait délégué interministériel au sport ainsi que le recteur de l'Académie de Bordeaux. Et pendant la conférence, j'ai préparé mes questions et à la fin, grâce à Claude, j'ai pu aller les interviewer. Du coup, il faut toujours oser en fait, que ce soit sur le moment ou même si c'est à l'avance, d'aller voir les personnes les plus haut placées qu'on connaît. Ça peut être un professeur, un chef d'établissement pour demander si tu peux t'engager, si tu peux essayer d'en tirer quelque chose. Et chacune de ces actions sera un entraînement. Voilà, et ensuite, j'ai l'impression que Romain peut-être même témoigner, il trépigne pour prendre la parole. Je confirme tout à fait ce qu'a dit Suzy, mais Suzy n'est pas la seule. Mais en tout cas, osez, elle l'a bien dit, engagez-vous, effectivement, et forcément, vous allez devenir visible. Vous allez acquérir de la visibilité et vous allez apparaître dans le système du sport scolaire, le système du sport civil, l'écosystème du journalisme. Et forcément, à un moment, on va penser à vous. Alors, si en plus, vous pouvez justifier de petites expériences, d'anecdotes, de moments réels que vous avez vécus et dont vous pourrez parler, ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que l'année dernière, quand le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Thierry Terret, et le recteur était venu dans le lycée de Bordadax, et bien sûr, on a pensé à Suzy qui a fait une interview. Cette interview, on en a fait un petit montage et on l'a mise sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, il y a 2 ans, quand on a organisé à Bordeaux le championnat de France UNSS et que la directrice nationale de l'UNSS était là sur un moment protocolaire, on a présenté Suzy à la directrice et je crois qu'elle a pu en faire une interview. Donc, à chaque fois, même si c'est des petits événements et peut-être que nos amis sont peut-être passés par là, par ce qu'on appelle les piges, mais entraînez-vous sur des micro-événements, sur la fête du lycée, sur les rencontres, les rencontres interclasses du lycée. Voilà. Quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet, peut-être nos invités, sur le principe de monter en puissance, de passer de simples événements amateurs, piges, et devenir visible, et on pense à vous par la suite. Quelqu'un sur ce thème veut rebondir? Je pense que c'est le lot un peu de tous les journalistes. En fait, il ne faut pas vous imaginer que, en sortant d'une école, vous allez vous retrouver à présenter un journal sur telle ou telle radio ou une grande émission sur telle ou telle télé. Et effectivement, il faut se mettre en tête que les échelons se gravissent les uns après les autres, avec quand même un avantage pour le métier de journaliste. C'est que l'on est considéré journaliste, l'on est journaliste que lorsqu'on a sa carte de presse. Et le journalisme fait partie des métiers encore, même si c'est quand même de moins en moins le cas et c'est de plus en plus difficile, ça fait partie de ces métiers que l'on peut encore apprendre sur le tas. Moi, c'est mon cas, je n'ai jamais fait d'école et toute mon école, en fait, ça a été la débrouille au quotidien en fonction des sujets qu'on me donnait à faire. Et c'est vrai que le terrain, l'expérience, il n'y a rien de mieux. Donc, les écoles, c'est très important parce que ça permet, encore une fois, on va peut-être insister là-dessus, mais c'est capital d'avoir une culture générale de qualité, avoir effectivement quelques éléments, on va dire, techniques, mais après, ce qui fait la force de ce métier, c'est que tout peut se faire à travers des rencontres, tout peut se faire à travers des reportages, des sujets. Très souvent, il n'est pas rare de partir sur un sujet et de revenir avec un autre parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'angle, le sujet qu'on avait choisi n'était pas forcément le bon et qu'il y avait d'autres histoires à raconter plus intéressantes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, vous avez, alors ça fait un peu vieux schnock, ce que je vais vous dire, mais vous avez, vous, les jeunes,
la chance d'avoir des outils extraordinaires à travers les réseaux sociaux, chose que nous, enfin moi en tout cas, je n'avais absolument pas à mon époque. Moi, il fallait encore, quand j'ai commencé à être journaliste, on avait les combinés à l'ancienne, le téléphone portable n'existait pas, Internet, je ne vous en parle même pas, les montages en radio se faisaient sur bande magnétique, enfin bref, il faut savoir se débrouiller. Je pense que c'est quand même un élément aussi important pour ce métier, c'est savoir se débrouiller. Alors, par exemple, ça n'a l'air de rien, c'est vrai quand les gens écoutent un reportage ou le regardent, ils ont l'impression que c'est simple, que c'est facile. Et je peux vous assurer en revanche que lorsque l'on est sur le terrain, même si vous avez l'impression que le sujet est évident à faire, lorsque vous avez par exemple une conférence de presse ou la présentation d'un joueur important dans un club, pour avoir les images ou pour avoir l'interview, parfois c'est une vraie bataille. Voilà, les coulisses du journalisme, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, et très souvent lorsque l'on évoque aux gens le temps nécessaire pour faire un reportage notamment, très souvent ils tombent de la chaise. Ils ne se rendent pas compte en fait du travail que ça nécessite, mais c'est un vrai travail pour finalement aller, on va dire pour un sujet radio ou un sujet télé, c'est 1 minute 30, mais parfois ça peut prendre voire 2 jours. Alors c'est un peu moins vrai quand il y a des conférences de presse. Là, ça a été dit, tout est installé, tout est préparé, il suffit de poser les questions, mais encore faut-il poser les bonnes questions, récupérer l'interview, l'envoyer. Enfin bon, je peux vous assurer que si les personnes qui regardent la télé ou les auditeurs qui écoutent la radio sont tranquilles dans leur fauteuil, avant d'arriver au résultat final, c'est un vrai travail. Et là, encore une fois, c'est toujours pareil, il faut en faire beaucoup, il faut en faire beaucoup. Et puis au fur et à mesure, on arrive à savoir comment se placer en fonction quand il y a une cohue, par exemple. Enfin bon, et ça, c'est l'expérience, c'est le terrain qui le fait. Romain, tu fais tourner la parole? Oui, oui. Alors, j'ai pas compris. Quelqu'un a pris la parole, je crois, mais je crois que aussi dans le chat, on a une question. Peut-être. Excuse-moi, Romain, je crois que sur cette thématique de. Peut-être en faire part à nos 2 autres intervenants. Oui, voilà. D'accord. Ben, peut-être Yanis Bacha sur ce sujet, c'est-à-dire les thématiques de l'engagement, ou bien le temps pour rebondir sur ce que disait l'intervenant, le temps que demande un reportage. Excusez-moi, alors j'ai eu un bug en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole, du coup ça a fait bugger mon téléphone. Est-ce que vous pouvez juste me reposer? Vous m'avez dit quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Désolé. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question du monde? Je n'ai pas très bien compris. Peut-être on vous demandait de rebondir sur les thématiques d'engagement, ou bien suite à l'intervention précédente, le temps que demande la création, le modelage d'un reportage. Ah oui, excusez-moi, oui, désolé. Alors, ça dépend. Pour parler de ma carte de journaliste, du coup, à Canal, j'ai eu la chance de faire des enquêtes très longues. On nous donnait du temps, et c'est ça aussi le luxe des grandes rédactions, c'est que quand vous avez le bon sujet et que votre rédacteur en chef, l'équivalent de Noureddin, vous suit, vous avez le luxe de pouvoir faire un peu ce que vous voulez, bon, évidemment dans les temps quand même, parce que il y a des émissions et il y a des heures de diffusion, il faut les respecter un minimum. Mais en fait, c'est terrible parce qu'il y a des fois où tout arrive d'un coup, et parfois vous allez ruminer, cogiter, être effrayé, déprimé pendant des jours, des semaines, sans savoir vraiment ce qui va se passer. Et c'est aussi à chaque fois ça la magie du métier, c'est que c'est un peu comme la pêche, quoi. Vous allez mettre un hameçon dans l'eau et puis soit ça mord, soit ça mord pas. Et puis plus vous avez une belle canne à pêche performante, plus vous allez avoir des petits poissons. Et voilà, c'est exactement ça. Donc ce que disait tout à l'heure mon ancien confrère, parce que malheureusement je n'ai plus cette profession, de TV7, je crois, c'est que voilà, quand il y a le dernier gros joueur
Moi, Atem Ben Arfa, quand il est arrivé au Girondin de Bordeaux, je pense que c'était plus difficile à avoir en interview que Pounjé ou un autre joueur. Où lui, je pense qu'avec la com du club, ça pouvait s'arranger plus rapidement. Voilà. Très bien. Oui, Romain, pour notre troisième invité. Effectivement, peut-être on va proposer à Noureddin Zidane de prendre la parole sur cette thématique après une très belle métaphore sur la pêche. Désolé, non mais désolé, t'es peut-être maladroite la métaphore. Non, pas du tout, pas du tout. Elle permet de bien comprendre. Là, je vais un peu poursuivre ce qui a été dit sur le temps nécessaire pour faire un reportage. Cela dépend aussi des contraintes, c'est-à-dire que ça peut être parfois des reportages avec des courts laps de temps. Lorsqu'on vous demande à 9h30 un sujet pour le 13h, le laps de temps est quand même très très restreint. Donc il faut travailler dans l'urgence et de façon un peu différente que lorsque on est sur un reportage un peu plus long. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire aussi des longs formats en radio, par exemple sur le support extrême. Et là, j'avais 3 semaines pour travailler, pour faire justement de la recherche, de l'enquête et le montage. Bonjour. Il y a quelqu'un qui parlait, j'entends. Non, vas-y, continue, je vais le sortir. Donc, oui, voilà, tout dépend vraiment des conditions. Il y a autant d'exigences, de formats, de durée que presque qu'il y a de types de journalisme. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Très bien, merci beaucoup. Peut-être maintenant répondre à la question de Juliette Galino dans le chat qui nous demande quels sont les complices du journaliste. On imagine qu'il y a une armée mexicaine derrière. Non, je plaisante. Peut-être qu'un des invités voudrait prendre la parole à ce sujet. Souvent, oui, Yanis. Non, je t'en prie, vas-y, Suzy. Je t'en prie, Suzy, vas-y. Merci. Alors personnellement, je pense que ce sera différent des autres intervenants. Alors moi, je fais tout moi-même, que ce soit filmer, l'enregistrement sonore, le montage, le partage, avant, organiser avec les personnes pour les rencontrer. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'ils disaient avant, c'est sûr que un reportage qui peut être court de minutes peut prendre peut déjà prendre juste 1 heure à monter et plusieurs heures avant à réaliser. Mais du coup, pour tout ce qui est des coulisses, personnellement, je m'occupe de tout. Ok, Yanis. Bien, malheureusement, bien souvent, on est tout seul, surtout dans les chaînes, surtout aujourd'hui à la télévision où on a moins d'argent qu'avant. Et enfin, on a moins d'argent, on fait plus d'économies. Et du coup, ça nous amène à être très autonome, ce qui est moins le cas dans l'audiovisuel public, où ils ont encore le luxe d'avoir des pères fixes pour le son et des cadreurs. À Canal, en tout cas, à part pour les grands reportages, des grosses émissions pour Canal Premium, on est bien souvent tout seul avec notre caméra, notre micro, et bien souvent, après, on doit monter le sujet, soit avec un monteur ou soit tout seul. Voilà. Donc, on est vraiment sur une production de A à Z. Donc, il n'y a pas beaucoup de complices. On est, et puis peut-être que Nouré va confirmer, on est multitâche ou multicompétence, c'est-à-dire qu'à la fois on produit, on génère le contenu par l'intermédiaire des questions et des réponses, et une fois que ces sons ou que ces images sont dans la boîte, et bien tout ça, il faut l'organiser pour le construire en reportage, c'est ça Ah oui, on est totalement autonome. Alors, je vais parler de la radio, mais peut-être que ce sera confirmé avec Bastien en télé. Mais on maîtrise, on va dire, la chaîne de A à Z. Lorsqu'on fait le reportage, on va le préparer, on va prendre éventuellement les contacts, on fait les interviews, on fait le montage, puisqu'on a maintenant des enregistreurs qui permettent aussi de monter directement, de l'envoyer à la rédaction via Internet. Donc tout est fait de A à Z. Et même
en ce qui concerne la retransmission lorsqu'on va au stade. Les cas, il y a quelques années, où on était accompagné d'un technicien pour assurer la transmission, c'est de plus en plus rare. Lorsqu'on va commenter un match, on est au stade, on est avec son appareil, alors soit un appareil qui est un simple diffuseur qu'on appelle un Sporty, qui permet de faire les liaisons, mais ça peut être aussi un AGRA, qui est un enregistreur qui peut avoir ses fonctions de diffuseur. On le branche sur la prise et on fait soi-même sa connexion, on branche au studio pour assurer le tout. Et même, c'était en 2014, si mes souvenirs sont bons, c'était pour la finale de la Ligue des Champions Atlético Real, donc qui était à Lisbonne. J'étais parti tout seul, son technicien, et pour assurer les directs et les liaisons à l'extérieur, j'étais avec une valise satellite que je devais bien positionner parce que si on la positionne mal, il n'y a pas de liaison, donc on fait vraiment tout soi-même. Et je n'ai pas parlé aussi de la dimension Internet, parce que voilà, il y a l'élément audio, mais il y a souvent aussi la page Internet que l'on doit faire. Donc, pensez aussi à prendre une petite photo et bien cadrer pour que l'illustration soit correcte quand même. Et voilà, aller dans le back-office, donc l'outil qui permet d'intégrer ces textes, ces photos, voire ces sons ou ces vidéos pour pouvoir justement faire un reportage complet. Donc, on devient de plus en plus alors ça ne dira rien à nos amis collégiens et lycéens, mais les plus anciens, comme Claude, auront la référence, mais on devient un peu des Rémi Brica du Tout à fait. Internet, mais c'était un musicien qui avait tout un orchestre sur lui et qui faisait quelques tubes dans les années 70-80. Le couteau suisse de la musique, comme toi ou d'autres pouvaient l'être pour le journalisme. Oui, tu confirmes, Bastien, sur cette logistique, ou en tout cas cette logistique qui avec le temps, alors peut-être pas moins d'argent sûr, mais moins de moyens en tout cas. Il en est de même pour toi, Bastien. Alors, pour ce qui est des moyens, je pense que c'est des moyens un peu moins importants financiers, mais c'est aussi des moyens techniques. Oui. Des moyens techniques de plus en plus développés. Alors là aussi, on pourra en parler longtemps, mais le côté couteau suisse a ses avantages, mais pas uniquement. Hein. C'est parfois très compliqué de pouvoir tout gérer. En télé, nous, on fonctionne avec des JRI. Ce sont donc des journalistes, reporters d'images, maintenant qu'on appelle même JRIM, journalistes, reporters d'images, monteurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit donc de journalistes qui doivent prendre leur rendez-vous, fixer leur planning d'interview, etc., être sur le terrain avec leur caméra, filmer ce qu'on appelle, nous, les plans d'illustration, hein, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour et qui peut illustrer le propos. Il doit aussi faire seul l'interview en faisant son réglage correct de la caméra, le réglage correct du son et aussi le travail correct du journaliste, c'est-à-dire la base. C'est bien évidemment préparer une série de questions, mais c'est surtout, je pense, une interview bien réalisée et qui fait mouche, est une interview qui donne vraiment la parole à la personne qui est interviewée. Je pense qu'une interview ratée, c'est une interview dans laquelle le journaliste n'écoute pas réellement les propos de la personne qui est interviewée et est plutôt focalisé sur la question qu'il va poser ensuite. Donc ça, c'est compliqué à faire quand on a en plus à régler et le son et l'image. Une fois rentré, le journaliste dans sa voiture commence à faire une sorte de prémontage dans sa tête, c'est-à-dire il se dit, bon, ben voilà,
j'ai telles images, je vais commencer mon reportage comme ça, je vais ensuite prendre tel ou tel extrait d'interview, conclure de cette façon-là. Ensuite, une fois qu'il est rentré à la station, quand il n'a pas à faire tout ça directement sur le terrain, il doit se mettre devant son ordinateur et faire son reportage. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un reportage d'une minute 30, c'est en fait beaucoup de travail. Et de plus en plus, effectivement, c'est valable aussi en télé, même si moi, je travaille plutôt avec un cadreur pour les conférences de presse. Mais c'est vrai que de plus en plus, la tendance du journaliste, c'est se retrouver seul. Effectivement, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question avant de conclure. J'en ai pas vu dans le chat, donc je vais en profiter pour peut-être poser la mienne. Par rapport, en ce qui concerne le rapport entre médias et sport, quant à la couverture médiatique d'activités peut-être un peu moins pratiquées et qu'on voit un peu moins à la télé, on peut penser à tout ce qui est sport féminin, mais aussi sport handisport, sport adapté. À votre avis, quelles sont les tendances vers quels sont les axes de travail? Parce qu'on voit bien qu'on trouve plus souvent du sport masculin à la télévision qu'autre chose. Alors, si tu me permets, Romain, juste avant que nos intervenants ne répondent, je sais que, mais on va avoir leur confirmation, que très souvent, les journalistes veulent un angle d'attaque original, une entrée originale, pouvoir raconter une histoire. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai pu obtenir soit de pouvoir faire, ou qu'on soit venu me chercher pour faire un plateau, une émission donc de radio ou télé, c'est pas simplement pour dire tel lycée joue contre tel lycée ou tel événement va réunir 200 spectateurs, ou 300 participants plutôt, mais c'est plutôt dans cette compétition, soit ils vont suivre un athlète ou une athlète, un élève ou une élève et raconter l'histoire au sein de la compétition, ou prendre un angle d'attaque, en tout cas raconter une histoire. Et j'aimerais bien avoir l'avis de nos amis sur mon assertion, qui n'en est peut-être pas une. Mais là, c'est directement, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon l'angle. C'est-à-dire que poser un verre sur une table, si vous êtes en face du verre, vous le voyez d'une façon particulière. Si vous êtes au-dessus du verre, vous le voyez d'une autre façon. Et pourtant, c'est le même verre. Voilà. Un angle, c'est ça. C'est-à-dire, quelle histoire je peux raconter à partir d'un événement. Et on peut se rendre compte que pour un événement, eh bien, il y a une foultitude d'angles possibles. Alors après, effectivement, ces angles se travaillent en fonction de ses connaissances du sujet, de ce qu'on peut observer sur le terrain, et aussi avec le rédacteur en chef qui est là pour trancher. En général, c'est voilà, sur tel aspect, on pensait par exemple partir sur tel sujet, et puis finalement, il me semble que tel autre est plus intéressant. Donc là, après, ce qu'on appelle discuter des angles, et c'est vrai que les médias, ils racontent des histoires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils racontent n'importe quoi. Pas des blagues. On ne raconte pas des blagues, mais on raconte effectivement des histoires. Moi, je vais prendre un exemple très, très simple d'un collègue à moi qui travaillait à la radio, et il se retrouvait à devoir couvrir une énième grève à la SNCF. Alors, en général, ce qui est simple à faire, et un petit peu, à mon sens, systématique, c'est le voyageur qui n'a pas son train et qui râle. C'est aussi le syndicaliste qui explique pourquoi il fait grève. Donc ça, ce sont des angles qui sont simples, évidents. Et lui a dit, mais j'en ai marre de faire ce genre de sujet quand il y a une grève. Alors, il s'est dit, qui dit grève à la SNCF dit train, qui dit train dit vache. Et donc, 6 mois, j'allais faire un sujet sur les conséquences de la grève des trains sur les vaches qui aiment voir passer les trains. Alors, plutôt que de se rendre à la gare X ou Y, il est allé à la campagne, au bord d'une voie ferrée. Il a trouvé un champ avec des vaches.
et a demandé tout simplement aux fermiers comment se comportaient les vaches quand elles ne regardaient pas les trains. Voilà, donc c'est encore une fois un angle. Alors, il vaut ce qu'il vaut, on est d'accord, mais c'est à ce genre d'exercice, on va dire, mental qu'il faut aussi se laisser aller quand on est journaliste, ne pas faire forcément dans la simplicité, dans l'évidence, mais par exemple, tenez la couverture d'un défilé ou d'une manifestation. Là, encore une fois, on peut faire un sujet sur les manifestants, on peut faire un sujet avec les représentants syndicaux, on peut faire aussi un sujet sur les banderoles, tiens, par exemple. Qu'est-ce que disent les banderoles? On peut faire un sujet sur quels sont les slogans, d'où ils viennent, pourquoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les angles, et ça, c'est ce travail au quotidien, encore une fois, entre ce qu'on sait du sujet, ce qu'on voit sur le terrain, et l'angle, finalement, souhaité par le rédacteur en chef. Romain, pour distribuer la parole, peut-être Oui. donc Yanis, peut-être sur cette thématique de langue ou de l'histoire à faire vivre, pas plus qu'à raconter. La clé, pour moi, je pense, c'est de se mettre à la place. Il y a un piège dans lequel tombent souvent les gens, enfin les journalistes, je trouve, c'est se mettre à la place de l'auditeur ou du téléspectateur. C'est qu'est-ce qu'il attend vraiment. C'est pas ce qui nous plairait à nous, mais c'est ce qui lui plairait à lui. Voilà la question que souvent quand j'étais à l'école, j'envoyais mes sujets à ma mère, du moins les textes, en lui disant: «Est-ce que tu comprends?» Non pas que ma mère soit idiote, hein, mais elle est, heu, elle est entre guillemets, dans la comme on dit souvent dans le journalisme, madame Michu. Voilà, donc c'est important de s'adresser à madame Michu. Sauf dans le sport où là, on s'adresse vraiment à des spécialistes, mais sans vouloir saouler les gens, c'est vraiment important de leur donner de l'information qui leur sera utile, en leur donnant les clés pour décoder l'information et aussi se faire son propre avis. Et voilà, je pense que c'est très important de faire de la télé, non pas pour soi, non pas pour plaire à quelques amis, mais vraiment pour plaire à tout le monde et de satisfaire le plus grand nombre. Voilà, je pense que la clé de l'angle, entre guillemets, c'est celui-là. En plus de la métaphore du verre, que je trouve formidable et que j'ai même voulu qu'on m'enseigne à l'époque. Ok, peut-être derrière, sachant qu'on va bientôt terminer, qu'il y aura une dernière question, mais peut-être à la fois Noureddine et Suzy qui a levé la main. Donc Nouré, si tu veux bien, Suzy, et la dernière question ensuite que posera Romain en relisant les propos de Juliette. Ça a été très complet hein, sur la notion de langue, donc je vais pas rajouter d'autres choses. Je rebondirai peut-être un peu sur le point qu'avait abordé Romain sur les sports dits un peu moins populaires, en tout cas l'omniprésence du sport masculin. La tendance, elle est quand même à essayer de rééquilibrer les choses. Alors c'est vrai que il y a encore une prédominance du sport masculin par rapport au sport féminin et au sport adapté, mais on voit notamment de la part du CSA qui a quand même on va dire des incitations assez fortes auprès des médias pour essayer d'équilibrer les choses et que des efforts sont faits pour on va dire un sport que je connais pas mal, c'est le handball. Les aventures de l'équipe de France féminine sont très bien exposées. On a vu des matchs sur TF1 lors des dernières compétitions internationales. Bien exposé, donc ça évolue. À Radio France aussi, une maison que je connais bien, il y a aussi une volonté à la fois de diffuser plus de sport féminin, notamment par exemple le tournoi Destination, évidemment les hommes, mais aussi les femmes, des commentatrices également. Donc les choses évoluent, mais évidemment ça prendra pas 1 an ou 2 ans, mais un peu plus de temps, mais les consciences évoluent, surtout que après, il y a aussi des choses très terre à terre, c'est la question des audiences. Et dès que vous faites de l'audience, forcément, il y a moins de freins. Et lorsqu'on voit que des grands événements avec des sportives, avec par exemple des jeux où il y a potentialité de médailles,
avec des sportifs handicapés, forcément, voilà, les portes s'ouvrent et on espère que ça va continuer. Le mouvement est en marche. En tout cas, j'espère qu'il sera beaucoup plus puissant dans les prochaines années. Et on l'espère aussi. Merci beaucoup. Suzy qui levait la main. Ah non, elle a baissé la main. Pardon. Non, c'est moi qui lui ai baissé la main en lui disant qu'on avait vu et que la preuve de la présence et du rôle du jeu de plus en plus important que prendra la jante, pas la junte féminine, mais nous en avons une preuve vivante puisque Suzy est parmi nous pour équilibrer et Suzy va apporter une contribution avant de finir par la dernière question de Juliette que nous lira Romain. Alors, pour revenir sur les différents axes, moi, je me concentre plus sur tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas, parce que je n'avais pas la possibilité de télévision ou de radio. Et du coup, le point sur lequel je voulais apporter une information, c'est par exemple sur les réseaux sociaux. Ce qui est très important, c'est d'être accrocheur dès le début. Le bon point, c'est une bonne amorce. Le fait que dans les 5 premières secondes, la personne, quand elle regarde votre contenu, elle soit captivée, ça lui donne envie de continuer. Donc c'est sûr que là, il est encore plus important de bien travailler son axe d'approche d'un sujet, d'une thématique, pour captiver l'attention et intéresser le plus possible les personnes. Merci. Absolument, merci beaucoup. Peut-être maintenant une dernière question de Juliette Galineau dans le chat qui nous demande à quel risque êtes-vous confronté sur le terrain dans le domaine du journalisme sportif? Donc nos intervenants, celui qui veut prendre la parole, celui ou celle, c'est avec plaisir. Ou pas. Je me lance. Bon, personnellement, je n'ai pas d'immenses risques dans les axes que j'aborde. Je suis sur une région plus restreinte avec des événements plus petits. Le seul risque, entre guillemets, auquel je me prête, c'est, vu que je commence sur une interview, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être pris au sérieux, vu qu'en plus je suis jeune face à certaines personnes, mais je n'appellerais pas ça vraiment un risque, j'appellerais plus ça une expérience qui me permet d'apprendre et de m'améliorer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ok. De façon courte, peut-être, on revient sur Bastien, ensuite Yanis, et puis Nouré pour une dernière intervention. Je me permettrai de conclure après. Non, là, sincèrement, le risque, en tout cas physique, mis à part celui de se fouler une cheville quand on court avec une caméra après un joueur, non, il n'y a pas de risque inhérent au métier de journaliste sportif en soi. Oui, Yanis? Oui, pareil. Hormis avoir une extinction de voix ou te faire bousculer en zone mixte parce que les mecs deviennent fous et sont prêts à tout pour parler à Kylian Mbappé, a priori, il n'y a pas trop de risques. Mais oui, alors sur Kylian Mbappé, on peut une petite anecdote, et puis ensuite ça sera Noureddine. Mais vous avez peut-être vu sur peut-être les réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Yanis qu'il a eu la chance de vivre l'aventure de l'Élysée. Je pense que c'était lors de la réception de l'équipe de France en 2018, lors de la victoire, et tu as pris la pause. À moins que ce soit lui, que ce soit Kylian qui ait pris la pause avec toi. Non. J'ai clairement pris la pause avec Okay. Kylian Mbappé et la Coupe du Monde. Ok, Noureddine? Le seul risque que je pourrais trouver dans le journalisme sportif, c'est peut-être, entre guillemets, les coups de pression que l'on peut avoir de la part de certaines sources, dans le sens où voilà, si il y a on va dire un papier un peu trop objectif, enfin il n'y a pas trop d'objectivité, mais en tout cas parfois certains sportifs ou clubs ou institutions confondent le journalisme avec la communication.
et considèrent que le journaliste doit être tout le temps derrière l'équipe, être presque supporter. Or, ce n'est pas la fonction du journaliste. Le journaliste, il est là pour rapporter des infos et que si dans un club, si au sein d'une équipe nationale, il se passe des choses qui ne sont pas bonnes, s'il y a des conflits, c'est la mission du journalisme d'en parler et d'informer son public. Et ça ne plaît pas à certains, des fois. On l'a encore vu récemment, quand sur Bein Sport, une journaliste dit à un joueur de l'équipe de France de handball, voilà, on s'est un peu ennuyé, c'était pas terrible ce match, voilà, ça a été très mal perçu de la part de plusieurs joueurs. Certains peuvent vous tirer la tronche et dire ouais, mais j'ai pas besoin de toi, parce que c'est vrai qu'on est maintenant dans un univers où les sportifs communiquent directement grâce à leurs réseaux sociaux et peuvent se dire j'ai pas besoin de toi comme média pour pouvoir prendre la parole. Donc c'est, on va dire, le seul risque. C'est pas voilà, il faut savoir tenir bon, savoir qu'il y a parfois des petits coups de pression. Pour reprendre un autre exemple, Daniel Riolo, qui est un célèbre chroniqueur sportif, éditorialiste sur RMC, raconte que voilà, lui, il a pas sa langue dans sa poche, mais il raconte, est-ce que c'est vrai ou pas, certes, mais en tout cas, il le raconte que voilà, lorsqu'il tape un peu fort sur un club, il y a quelques années, certains présidents de club allaient se plaindre directement en appelant son employeur en disant ouais, non, mais Riolo, faut qu'il arrête, faut qu'il se calme. Donc voilà, faut y être préparé, mais bon, voilà, on n'en meurt pas, et il faut savoir tenir bon. Et généralement, voilà, lorsqu'on va sur un sujet, son rédacteur en chef soutient et ne laisse pas son journaliste en race campagne. Ok, mais je Ouais, pense que… Oui, juste pardon, peut-être oui, Bastien, qui n'a pas sa langue dans sa poche, lui non plus. Non, une petite précision concernant effectivement ce que vient d'évoquer Noureddine. Je pense que pas un de nous, journalistes sportifs, n'est passé à côté de la réflexion du coach qui dit si vous avez qu'à entraîner à ma place, visiblement vous serez meilleur que moi. Et c'est vrai que c'est ce genre de réflexion qu'on a assez régulièrement. Et la difficulté quand on est journaliste de plus en plus, c'est qu'on a affaire à des clubs qui veulent à tout prix maîtriser de fond en comble leur communication, notamment en raison des réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai commencé tout simplement en suivant les Girondins de Bordeaux, et à la fin de l'entraînement, aux sorties des vestiaires, on avait un contact direct, par exemple, avec les joueurs. Alors, encore une fois, c'était les Zidane, les Lizarazu, les Dugarry, qui ont fait la carrière que l'on connaît. Ils tutoyaient, ils disaient « Ah ben non, là, j'ai pas le temps, désolé », ou « Oui, d'accord, mais rapidement ». Là, maintenant, lorsqu'on vient en conférence de presse, rarement, c'est même assez régulier, avant d'arriver en conférence de presse, on ne sait pas toujours quel joueur va être disponible. Et lorsque l'on demande un entretien particulier avec le joueur, ça se fait de façon très délicate ou très difficile et parfois très longue. Donc, il y a une volonté pour les clubs de verrouiller la communication qui rend le métier plus difficile. Et je pense qu'effectivement, là aussi, moi j'ai vu quelques collègues qu'on a empêchés de rentrer pour suivre un entraînement parce que la veille ou l'avant-veille, ils avaient fait un papier qui n'avait pas plu au président du club. Donc c'est vrai que c'est un peu parfois compliqué. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je pense qu'on a pu faire le tour du métier du journalisme, du journalisme en lui-même, avec les contributions aussi diverses les unes que les autres, la presse parlée, la presse audiovisuelle, quelques questions qui ont émergé. Dans tous les cas, de toute façon, sachez que tous nos webinaires, que ce soit ceux de l'UNSS ou ceux du CROSS, du Comité régional olympique, sont enregistrés et qu'ils seront mis d'ici peu, dans quelques temps, à disposition. Je vais remercier très chaudement Noureddine Zidane. Merci mon ami. Suzy Roland, que j'espère nous retrouverons à d'autres niveaux et peut-être professionnels dans quelques années. Nous la retrouvons demain aussi dans un webinaire dans lequel elle est intervenante sur l'engagement, je crois bien.
Je vais remercier Bastien Loquet. Vous avez vu dans le chat que Yanis doit nous quitter tout simplement parce que ses obligations l'obligent à aller à un entretien avec le DIJOP, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il est avec nous aussi demain pour une autre visio, la dernière, le webinaire numéro 17 sur les métiers du sport. Donc, les métiers du sport, c'est la présentation avec différents intervenants donc des différents métiers qui peut exister, sachant qu'il y en a une foultitude. Vous avez sous les yeux le diplôme que chacun d'entre vous va recevoir. En fait, vous n'allez pas le recevoir directement. C'est les instances ou les entités que vous représentez. Nous avions aujourd'hui, entre autres, le lycée de l'Académie des sports de Beyrouth. On enverra ce diplôme à Madame Desbordes, qui fera en sorte de les remplir et les donner à chaque participant. Nos invités aussi, on va en faire un diplôme d'intervenant, c'est bien sympa. Et puis, donc, on a juste une dernière diapo qui est tout simplement pour vous remercier d'avoir été présents, remercier tous nos intervenants encore une fois, nos personnels de secrétariat qui sont derrière nous. Aujourd'hui, je crois que c'est Marie, non, c'est Patricia qui est avec nous, ainsi que Valérie qui assure la mise à disposition voilà, des diapos. Moi, je n'ai plus rien à faire si ce n'est qu'à parler. Donc, je vous dis à bientôt. La SOP continue avec demain 4 webinaires. Le matin, Paris 2024, je m'engage, plus spécifiquement pour les lycées. Parallèlement, un webinaire sur je suis arbitre de mon collège à l'international, avec notamment 2 arbitres internationaux. Et l'après-midi, donc Paris 2024, je m'engage, plus dédié aux étudiants et aux adultes, et le dernier webinaire donc qui concernera les métiers du sport. Je vous remercie chaudement tous et je vous dis bon retour à vous dans vos écoles, dans vos maisons, dans où vous voulez. Et en tout cas, on a été très très content de vous faire profiter des lumières de nos intervenants. Merci et à bientôt. Merci Claude, merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, je coupe l'enregistrement. Merci, au revoir.